toutes et à tous. Alors on est ici en direct du Parlement européen à Strasbourg et nous sommes dans un nouveau format d'émission que j'ai voulu inaugurer aujourd'hui, qu'on m'a dit d'appeler la PJT. C'est original, PJT, c'est le Pierre Jouvet télé. C'est peut-être une nouvelle vocation qui s'ouvre, mais en tout cas on a voulu monter ce format, un format un peu long, de discussion avec des invités qu'on fera régulièrement pour parler des sujets qui vous intéressent, des sujets où vous nous interpellez, notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, et des sujets qui font l'actualité. Alors cette semaine, vous n'avez pas pu passer à côté, tout le monde en a parlé, c'est la réélection et l'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Il a fait tout un tas d'annonces, il a déjà signé tout un tas de décrets. Il menace quasi ouvertement ses anciens partenaires, et notamment l'Europe, de différentes sanctions. Nous allons en discuter pendant les 45 ou 50 minutes qui sont devant nous avec nos invités. Je suis très heureux d'accueillir pour cette première émission Julie Martinez, qui est à mes côtés. Alors Julie, vous la connaissez sans doute, elle a écrit ce super bouquin. Je vous le conseille, qui s'appelle IA et Fake News. Sommes-nous condamnés à la désinformation ? Et on reviendra beaucoup dans cet échange entre nous sur la question de la désinformation, sur la question de Donald Trump et d'Elon Musk qui se servent des réseaux sociaux pour propager des fake news. Comment est-ce que l'Europe peut se protéger ? On a mis en place des armes qui ne fonctionnent pas et qui ne sont pas mises en application. Et donc, Julie, tu reviendras là-dessus. En plus d'avoir écrit ce super bouquin, Julie, tu es avocate et tu diriges France Positive. Donc, merci d'être avec nous. Et puis, j'ai voulu aussi avoir deux éminents collègues de ma délégation, député, Raphaël Glucksmann. Je ne vais pas vous présenter tous les livres de Raphaël Glucksmann, parce qu'il en a écrit plus que ce que j'en ai lu dans ma vie. Donc, en tout cas, moi, je suis très content que Raphaël soit avec nous. Évidemment, spécialiste des questions européennes, des rapports et des relations internationales. Et Raphaël reviendra notamment beaucoup dans cet échange et dans cette émission sur comment est-ce que l'Europe peut se préparer à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Est-ce que la Commission européenne est prête à ça ? Est-ce que les Européens sont prêts ? Et comment est-ce que cette nouvelle donne finalement géopolitique est en train de redessiner un nouvel ordre du monde ? Et comment est-ce qu'on peut s'y préparer ? Et puis enfin, Emma Rafovic, ma collègue aussi députée européenne. Bonjour Pierre Jouvet. Bonjour Emma, qui est dans la délégation socialiste française avec nous et qui est encore pour quelques mois, elle est encore jeune pour quelques mois, la présidente des jeunes socialistes. Voilà, bonjour à toutes et à tous et maintenant c'est parti, on y va sur la première séquence sur laquelle je voudrais qu'on revienne. C'est cette réélection de Donald Trump. Finalement, on avait quitté Donald Trump un peu, si on ne s'intéressait pas trop à la politique étrangère, avec son échec à la dernière élection présidentielle, Joe Biden qui arrive à la Maison-Blanche, l'attaque du Capitole par ses partisans, et on se disait, sans doute très naïvement, que c'était fini, que c'en était fini de Donald Trump et qu'il ne pourrait plus revenir au pouvoir, qu'il était totalement disqualifié. Et 4 ans après, il fait ce truc un peu dingue d'arriver à se faire réélire président des États-Unis, un peu à la surprise de beaucoup d'Européens, même si certains l'avaient prédit. Et qu'est-ce qu'il faut s'attendre maintenant dans les mois et les années qui viennent ? Comment est-ce que cette victoire a pu se construire ? Emma, comment tu as vu un peu cette campagne ? Merci déjà beaucoup de m'inviter sur ce plateau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la campagne de Donald Trump de cette fois-ci. Dire qu'évidemment, comme beaucoup de gens, on a été bousculés parfois quand même dans ces moments-là, dans cette campagne, on a été choqués par beaucoup de choses. Et finalement, on n'a parfois pas été prêts, et surtout les Américains, les démocrates américains, à ce que pouvait être cette campagne de Donald Trump. On a eu évidemment sur le fond beaucoup de choses qui nous ont choqués, la question évidemment de l'attaque des droits des femmes, notamment reproductifs et sexuels, de manière répétée. Mais je pense que ce qui a un peu choqué tout le monde, c'est aussi l'impuissance peut-être du camp démocrate, l'impuissance de parfois, on va dire, des acteurs traditionnels face à ce raz-de-marée Donald Trump qui s'est appuyé sur beaucoup de choses sur lesquelles on reviendra, à la fois peut-être un mal-être de beaucoup d'Américaines et d'Américains. On a eu évidemment une grande séquence bilan de ces élections et moi je me souviens des mots de Bernie Sanders qui a dit on a complètement lâché la working class, les classes populaires
pour n'avoir un discours que très déconnecté et on s'est pris un mur dans la gueule sans finalement s'y attendre. Mais Donald Trump, c'est aussi une stratégie bien huilée. Et là où peut-être certains se disaient « ce mec est juste fou », ce qui est peut-être vrai aussi, en fait, il y avait aussi une vraie stratégie derrière qui, on va dire, a été une redite des stratégies précédentes, des discours virilistes, des discours réactionnaires. Mais on a eu, en plus de, on va dire, cette campagne classique qu'on avait déjà vue et qu'on a eu pendant tout son mandat avec Fox News, avec tout ça, un ajout, là on va dire, dans cette campagne particulier, qui est le rôle quand même prépondérant d'Elon Musk et de X, et cette mainmise sur les réseaux sociaux, cette réflexion autour de la communication, de cette vulgarité, de cette brutalité permanente. Et aussi, il faut l'avouer, une espèce de stratégie de la simplicité de chaque discours. On a eu des enquêtes qui montrent que Donald Trump, dans une phrase en moyenne, il utilisait 10 mots contre 20 mots pour une phrase de Barack Obama, par exemple. Tout cela, c'est des stratégies qui finalement ont participé à aussi faire gagner Donald Trump face à un camp démocrate qui était désarmé dans la séquence, à la fois parce qu'ils n'ont peut-être pas réussi à faire en sorte que les Américains vivent mieux, alors avec plein de circonstances du mandat de Joe Biden qui sont évidemment à prendre en compte, mais aussi parce que cette stratégie-là des réactionnaires, de l'international réactionnaire, elle a été extrêmement bien organisée pendant cette campagne de 2024. Raphaël, comment toi tu vois cette victoire ? Déjà, en fait, on n'a pas été tous surpris. Parce que tu le sais bien, vous le savez bien, on a fait une campagne des Européennes où je commençais chaque discours en disant le 5 novembre, l'Europe va se retrouver seule parce qu'il y a de fortes chances que Donald Trump soit président des États-Unis et qu'il abandonne le continent européen et qu'il fasse un deal avec Poutine et qu'il nous attaque sur le front commercial ou sur le front de nos législations, par exemple sur le numérique. Et donc, il faut arrêter en fait d'être surpris. Enfin, c'est une lame de fond, c'est pas typiquement américain. On va pas être surpris à chaque fois que Mélanie gagne, que Le Pen est en position de gagner, que l'AfD va faire un carton aux élections. C'est une lame de fond qui traverse l'ensemble des démocraties occidentales. Et moi, je vois bien que tout le monde dit réactionnaire, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il réussit à faire l'alliance entre des thématiques réactionnaires et une projection dans l'avenir. Et c'est ça ce qu'apporte Musk dont tu parlais. C'est-à-dire que Musk, il arrive, il ne dit pas « c'était mieux avant ». Il dit « regardez avec nous où on va aller ». Et on va aller sur Mars, et l'Amérique va être la première puissance du monde, et on va investir dans l'IA, et on sera la puissance de l'avenir. Et donc, en fait, ils arrivent à faire la jonction entre des thématiques de « c'était mieux avant », regardez quand il n'y avait pas de migrants, quand un homme était un homme, une femme était une femme, et tout ça. Et on va manger l'avenir. Et je pense qu'il y a, dans la jonction des deux, une nouvelle offre politique. Et qui est extrêmement forte. Il faut qu'on prenne la mesure de cette puissance-là. Et dans un moment où les gens sont perdus, où ils se sentent impuissants, il y a tout d'un coup des leaders qui arrivent et qui disent « nous, on est forts et on va prendre en charge l'avenir. On va prendre en charge vos angoisses et on va affirmer notre puissance. » Et face à ça, c'est pas simplement les démocrates américains, c'est les démocrates européens aussi. Face à ça, nous, on est dans une situation de faiblesse et de réaction purement normative en disant « ne faites pas ça, c'est dangereux. Ne faites pas ça, c'est dangereux. » Et donc, les conservateurs, dans cette situation, finalement, c'est nous. Et donc, les gens qui veulent foutre en l'air le système, qui veulent balayer l'impuissance, qui veulent mettre fin à la faiblesse, ils nous considèrent comme les gardiens du temple et eux comme les aventuriers qui vont redonner un sens à l'existence collective. Et donc, en fait, il faut qu'on arrête d'être surpris. Enfin, je veux dire, c'est profond. C'est très différent de 2016. En 2016, il avait perdu le vote populaire, il y avait des contre-pouvoirs, il y avait des gens pour l'encadrer. Cette fois-ci, c'est une victoire idéologique massive. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux, pas simplement pour les Américains, mais aussi pour nous. Parce que quand on lit ce que dit Elon Musk, quand on écoute Donald Trump, on comprend qu'en fait, pour eux, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que la bataille, elle est totale, culturelle, politique, idéologique, et que tant, c'est ce que dit Musk, tant que le virus woke existera et dominera en Europe, eh bien, ils ne seront pas safe aux États-Unis et leur victoire ne sera pas totale. Donc en fait, ils vont continuer leur campagne chez nous. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a un élément qui est extrêmement fondamental dans ce que vous dites tous les deux. Et Raphaël, le dernier point que tu évoques, je trouve qu'il est absolument central dans la prise en compte que nous, on doit avoir de ce qui se passe aux États-Unis, mais ce qui s'est passé en Argentine, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe partout en Europe, sur finalement cette internationale réactionnaire qui est en train de s'organiser dans une forme
de bataille culturelle et idéologique face à laquelle on a l'impression, et j'aimerais bien avoir ton sentiment là-dessus, que les Européens ne sont pas prêts. Parce qu'en fait, tu as raison, on est dans un moment où nous, femmes et hommes de gauche, on apparaît finalement, excusez-moi l'expression, mais comme des pisse froids. On apparaît en fait en permanence comme des emmerdeurs et en fait on a l'impression que maintenant c'est nous les conservateurs. Avec un temps de retard. Ce qui fait qu'en fait maintenant on arrive même dans un débat où en fait tout ce qu'on voudrait mettre sur la scène politique, on voudrait empêcher la liberté d'expression, on y reviendra. Et en fait on est dans un schéma où tout est en train de se renverser. Et en fait est-ce que ici, on l'a vu cette semaine, on a eu plein de débats dans l'hémicycle et en plénière, est-ce qu'on est prêt en fait en Europe à répondre à ça ou est-ce que il va falloir vraiment encore plus se battre? En fait, on a les instruments pour répondre à ça. Pendant le précédent mandat, on a construit des instruments de défense commerciale. On a voté le DSA, le Digital Services Act, qui encadre les grandes plateformes et qui permet à l'Europe en fait, d'imposer des sanctions à Musk, à TikTok, à X, à toutes les grandes plateformes qui violent nos règles. On a les instruments légaux. Mais là, on n'est pas prêt, c'est dans nos têtes, c'est dans notre cœur, c'est dans nos tripes. En fait, on n'est même pas capable d'appliquer fermement les lois qu'on a votées. Et donc, ce qu'on a vu là, c'est des offensives permanentes depuis le 5 novembre contre les démocraties européennes. Vous remarquerez que Trump et Musk, ils parlent très peu de la Russie, de la Chine, des tyrannies. Ils les invitent même. Ils ciblent leurs attaques sur les démocrates européens et les démocraties européennes. Et face à ça, on a eu une commission qui s'est enfermée dans le silence, pas de réaction. On a une hésitation des dirigeants européens sur l'attitude à adopter, c'est-à-dire est-ce qu'il faut négocier et éviter la confrontation ou est-ce qu'il faut assumer la résistance? Et donc c'est dans nos têtes. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait on est comme des rentiers. C'est ça la vérité. C'est qu'on a hérité de la paix, de la démocratie, des institutions qui fonctionnaient et on est incapable de foutre le bleu de chauffe. C'est interne en fait, c'est intime quasiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'éthos, on n'a pas l'attitude qui correspond au monde dans lequel on est projeté. Et donc maintenant, il va falloir arrêter en fait. Il va falloir arrêter de considérer que, on est les gestionnaires d'un héritage. On n'est plus les gestionnaires d'un héritage et cet héritage, il n'est plus du tout acquis. Maintenant, il va falloir accepter qu'on est dans la tranchée, qu'on est dans la boue, qu'on est sur le champ de bataille et qu'on fait face à une offensive idéologique qui a de son côté désormais la puissance américaine, qui a l'argent, parce que ce qui est fascinant, c'est de voir comment les milliardaires qui avaient, pour certains, fait part de leur opposition à l'agenda de Trump dans son premier mandat. Zuckerberg, il avait fait une grande lettre en expliquant que les origines de sa famille, de migrants, les origines de la famille de sa femme, le conduisaient à s'opposer à l'agenda xénophobe de Trump. Eh bien, ces milliardaires sont allés du côté de la force, et donc il y a les réseaux, la puissance de l'administration américaine, l'argent et des relais idéologiques extrêmement puissants. Et là-dessus, moi, je veux insister, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit rendre visible, audible par les gens, c'est que quand on a un débat dans cette enceinte sur l'application de nos lois face à des puissances étrangères, des puissances d'argent et des puissances politiques étrangères, qui est du côté de la souveraineté européenne très important de le rappeler. Et qui ne l'est pas. Eh bien, toutes les extrêmes droites européennes, toutes réunies dans toutes leurs nuances, toutes leurs tendances, ils sont tous venus dans cette enceinte pour nous expliquer qu'il fallait renoncer à l'application de nos lois, qu'il fallait s'agenouiller devant Trump et Musk et que finalement ce parrain étranger était le nouveau maître de la situation en Europe. Et nous, qui nous prenons des leçons continuelles d'absence de patriotisme, de mollesse, eh bien on était du côté de la résistance et de l'affirmation de la souveraineté. Et donc, il va falloir là rendre visible, audible, le fait que les différentes extrêmes droites européennes sont en fait des idéologues antidémocrates qui passent leur temps à se chercher un maître étranger. Et que la vérité, c'est qu'ils ont passé 20 ans à se prosterner devant Vladimir Poutine et qu'aujourd'hui, ils se prosternent tous en cœur devant Musk et Trump. Et que nous, on est les gardiens, les garants de la souveraineté des citoyennes et des citoyens européens, des nations européennes, face à cet international. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu un truc assez significatif cette semaine dans ce que tu dis, c'est qu'on a vu notamment en France tout un tas de leaders de l'extrême droite française qui se sont précipités
aux États-Unis pour essayer d'avoir leur petit carton d'invitation pour la cérémonie d'investiture et où en fait on voyait des gens qui viennent nous expliquer que eux ils sont des défenseurs acharnés du patriotisme, des racines françaises et qui sont allés finalement se prosterner, je trouve que le terme est très bon, au premier rang d'une cérémonie d'investiture dans laquelle, et ça j'aimerais qu'on revienne dessus un instant, Julie, Emma, sur le discours que Trump a porté aussi pendant sa campagne, qui a été majeur, c'est America First. Et America First, c'est pas Europa First, c'est pas la France d'abord, c'est l'Amérique d'abord. Et l'Amérique d'abord sur tout un tas aussi, d'un point de vue économique notamment, de contraintes qui vont nous être mises. Et aujourd'hui, on voit aussi une forme de peur vis-à-vis de ce combat idéologique et politique qu'on doit mener, nous, en tant que démocrates. Parce qu'en fait, le sujet, il est là, femmes et hommes de gauche, mais démocrates de combat. Et je pense qu'il faut reprendre cette expression qu'on avait beaucoup prise pendant la campagne des Européennes avec Raphaël, sur comment est-ce que, aussi, on ne se fait pas écraser économiquement. Parce qu'on voit bien que, d'ailleurs, dans le débat américain, on a parlé de la question wokiste qui était beaucoup agitée par Musk, par Trump, par tous ses soutiens, de cette forme de protection, de réaction qui était proposée, de cet horizon qui pouvait être donné. Mais il y a aussi eu tout un volet économique qui a été annoncé pendant cette campagne. Et en fait, on voit bien aujourd'hui que les craintes et les inquiétudes, notamment de la Commission, c'est tout de suite de se dire, on l'a vu cette semaine, moi je sais pas vous, mais moi j'ai été frappé par ça. On est dans un moment où on a un président des États-Unis qui va en frontal contre notre modèle et ce qu'on porte, et on a une Commission européenne qui dit on va voir pour améliorer les échanges commerciaux. Parce que tout de suite, en fait, on se dit qu'on a peur de se faire finalement écraser. Mais c'est le drame européen, c'est le drame européen que d'avoir des outils pourtant hyper efficaces qui pourraient être activés, des sanctions qui pourraient être prononcées dès maintenant et d'être en fait en étau entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on ne peut plus faire à cause de notre passé. Là, je parle ici du manque d'investissement ces dernières décennies dans notre industrie, notre innovation, notre recherche. Comme on n'a pas une alternative économique à proposer, on ne peut pas actionner ces sanctions politiques de peur d'être nous-mêmes sanctionnés par les États-Unis. Et c'est là le drame. Et c'est pour ça qu'il faut aussi proposer, à mon sens, des initiatives économique forte, industrielle forte, de recherche forte dès maintenant pour se libérer de ce joug, parce qu'autrement, on ne pourrait même pas appliquer un jour ces sanctions-là, qui pourtant, par exemple, si on parle du DSA, du Digital Service Act, on a des outils aujourd'hui pour, d'un point de vue algorithmique, empêcher Elon Musk de perpétrer ces actions absolument insupportables sur X. Pourtant, on ne le fait pas. Pourquoi ? Pour des raisons économiques. C'est insupportable. Emma, est-ce que tu veux... C'est vrai que, pour reprendre ce que disaient Raphaël et Julie, il y a une forme de lassitude. C'est-à-dire que nous, on arrive là, et en fait, on sait ce qu'on a raconté pendant la campagne. On sait qu'on l'a dit pendant 3 mois, on a dit qu'il fallait le réveil de l'Europe, qu'on n'en pouvait plus de la lâcheté du continent européen, qu'on avait en face des adversaires, des ennemis de nos démocraties, et donc qu'il fallait agir. Et on a en effet une Union européenne qui semble encore hésiter. Alors qu'on a les outils. Moi, je suis dans la commission culture, je vois bien les sujets qui se posent à nous pour les plateformes, sur l'IA, sur les réseaux sociaux, sur toutes ces questions-là. Bon, je suis aussi dans la commission droits des femmes, où on voit, mais jour après jour, les algorithmes de Musk, mais bousiller une génération entière. Parce qu'on a aujourd'hui des jeunes qui pensent que c'est bien d'être violent. On a une génération de jeunes qui pensent que se vanter de ses exploits sexuels, c'est finalement la manière d'être, et qui sont plus masculinistes, plus sexistes, que les générations précédentes. Et tout ça, effectivement, grâce à un travail qui a été fait par des algorithmes, par Elon Musk. Parce que le sujet, à la fin, c'est pas juste d'avoir un rapport dogmatique sur les technologies. C'est pas juste de dire l'IA, c'est bien, c'est mal, les plateformes, c'est bien, c'est mal. Mais par contre, c'est de réaliser que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui dirigent ces structures et qu'on est aujourd'hui dans une alliance, mais extrêmement visible. Et c'est ça qui est très frustrant pour nous, c'est de voir à quel point c'est clair et que c'est visible, une alliance des réacs et des libéraux qui finalement se battent contre nos démocraties. Parce que, effectivement, Zuckerberg, on pouvait se dire, il est avec la Silicon Valley, très progressiste, et tout ça. Alors moi, j'oublie pas qu'il a quand même commencé Facebook en notant la capacité des filles à être belles ou pas, et le mot n'était, je crois pas belle, mais à Harvard. C'est comme ça qu'il a commencé tout ça. Mais on a effectivement, aujourd'hui, un bouger de toutes ces puissances de l'argent. Alors moi, je ne lis pas dans leur cerveau, donc je ne sais pas à quel point ils croient pas, mais qui, en effet, va aujourd'hui du côté de la réaction. Et l'erreur pour nous serait d'ailleurs de penser que ce n'est qu'un combat vis-à-vis des États-Unis. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'en France, en Europe,
on est aussi face à ce défi-là, qui est un défi politique, un défi idéologique. Quand on a Vincent Bolloré, qui aujourd'hui fait cette offensive sur les médias, quand on a Pierre-Édouard Stérin qui rachète des écoles de journalistes, quand on a toute cette, finalement, ces bougées-là, et qu'on a l'Europe, mais aussi des démocrates qui finalement ne font rien, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand aujourd'hui les chaînes de télévision, mais aussi les médias sont rachetés en France par des réactionnaires, et qu'on a dans le même temps la droite en France qui baisse les budgets de l'audiovisuel public, il y a quand même un truc qui ne va pas dans notre capacité à se tenir debout et à être un peu fort face à ces offensives. Parce que là où Raphaël a raison, c'est qu'il faut que nous on bouge. Parce que le discours de l'extrême droite, finalement, c'est un discours assez simple. C'est est-ce que vous vivez mieux maintenant que vous viviez il y a 4 ans? Et c'est est-ce que vous voulez que les choses changent? Et alors effectivement, leur changement est un chaos. Mais si nous, on n'arrive pas à proposer un autre changement, et même si on n'arrive pas à montrer et à démontrer qu'on est favorable à un changement et à une rupture, à une vraie rupture, à la fois pour la justice sociale, pour l'écologie, pour finalement que nos démocraties fonctionnent, si on ne montre pas tout ça, et qu'on n'apparaît que comme des gardiens du temple qui protègent quelque chose qui finalement ne fonctionne pas, qui est attaqué certes, mais qui ne fonctionne pas, alors on perdra. Et ça, c'est pas possible. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire ici au Parlement européen, c'est ce qu'on essaye de faire ailleurs, mais c'est de montrer très concrètement qu'il y a des bougées à faire, qu'il y a des outils à activer, mais il y a aussi des outils à créer pour finalement être crédible dans la bataille, mais aussi pour améliorer la vie des Européennes et des Européens. Alors ça, on va y revenir après longuement, notamment sur la partie médias, réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait, et on aura des questions. Mais comme Raphaël va devoir après nous quitter, moi je voudrais qu'on insiste sur un élément sur lequel on n'a pas encore parlé, et qui est pour le coup, tu l'as dit souvent, le combat de ta vie, c'est-à-dire ce qui se passe notamment avec la Russie, avec Vladimir Poutine qui essaye d'imposer son empire. Est-ce que finalement, je vais poser une question un peu provocatrice volontairement, est-ce que finalement, Trump, il n'est pas en train là de réussir quelque chose que les Européens n'arrivent pas à faire depuis des années? Je m'explique en 2 mots. Il a dit, si je suis président des États-Unis, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en 24 heures, c'est réglé. Est-ce que finalement, il est capable de faire là où nous avons échoué? C'est quoi ton regard sur la situation internationale aussi et l'arrivée de Trump? Pour lui, déjà, il ne va pas régler la guerre en 24 heures. Deuxièmement, en fait, sa manière de régler la guerre, c'est très simple, c'est de céder à Poutine. C'est comme ça qu'il peut régler la guerre en 24 heures. Donc, heureusement qu'on n'a pas fait ça, nous, au départ, parce que sinon, on serait dans une situation sécuritaire cataclysmique en Europe, dans les pays de l'Union européenne. Et donc, ce qui est le risque là, c'est que Trump décide de dealer avec Poutine en direct et que l'Europe se retrouve dans la situation de la Tchécoslovaquie en 1938. C'est-à-dire, vous avez des grands pays qui discutent de votre avenir, de l'organisation de votre sécurité, et vous attendez dans les corridors et vous lisez les tweets d'Elon Musk, en gros, pour savoir comment se passe la négociation. Donc, il faut absolument qu'on évite ça. Pour éviter ça, il faut accepter, assumer un rapport de force avec la nouvelle administration américaine. D'abord, il faut leur montrer que nous, on est capable de soutenir la résistance ukrainienne, même s'ils lâchent. Ça passe par quoi? Par exemple, on a 200 milliards russes, d'avoirs publics russes dans nos banques. On n'a pas besoin des États-Unis pour saisir les 200 milliards d'avoirs publics russes qu'on a déjà gelés. Ça suppose juste d'être un tout petit peu courageux politiquement et de prendre des décisions, ce qu'on a du mal à faire à l'échelle européenne. Ensuite, on doit développer, et ça c'était un axe de notre campagne et c'est un axe majeur de mon travail au Parlement européen, on doit développer la défense européenne. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'alliance avec les États-Unis. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne veut pas de vassalité, qu'on ne veut pas dépendre exclusivement pour notre propre sécurité d'un acteur étranger, extérieur, sur lequel nous n'avons pas prise. En fait, une cité qui n'est pas capable de se défendre elle-même n'est pas une cité libre. C'est aussi basique que ça. Donc il faut qu'on développe la défense européenne. Comment on fait ça? On a besoin de lever de l'argent. On a été capable, face à un virus, face à une pandémie, de lever en commun de l'argent, d'avoir finalement des plans d'investissement à l'échelle européenne via la mutualisation des dettes. Eh bien, il faut faire la même chose. Ce que nous avons fait pour nous défendre face à une pandémie, il faut le faire pour construire la défense européenne. Et c'est extrêmement urgent. Et donc, c'est là-dessus qu'on va partir. L'autre chose qu'on doit mettre en place, c'est la défense commerciale de l'Union européenne. Et là-dessus, je veux dire, toutes nos extrêmes droites qui nous expliquent que Trump est absolument fascinant,
et que par ailleurs, ils sont les héros de la souveraineté européenne, ils vont être face à une contradiction, mais qui est insoluble. Quand Trump va mettre des tarifs sur nos productions, sur nos producteurs, que nos producteurs vont être impactés de manière massive par les décisions du pouvoir politique américain que ces extrêmes droites soutiennent, ça va être quoi leur position là ? Non mais qu'est-ce qui va se passer dans leur tête ? Eh bien nous, on assumera la mise en place, l'application des instruments de défense commerciale qu'on a votés lors du précédent mandat. Et il faut envoyer un message extrêmement clair. C'est pas qu'on va pas discuter, c'est pas qu'on va pas négocier, mais dans un rapport de force, en disant que nous, on est capable de défendre nos intérêts, nos lois, nos principes, sans faiblir, sans fléchir. Et ça, c'est un test, mais majeur pour l'Union européenne. Et quand je vois aujourd'hui la lenteur de l'IMAS pour mettre en place la défense européenne, pour définir une stratégie de défense commerciale, pour soutenir la résistance ukrainienne, on a raison d'être inquiet sur la capacité de l'Union européenne à réagir. Mais par contre, ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie. C'est-à-dire que là, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Espagne qui vont réagir face à l'administration américaine. La seule voie, c'est le renforcement de l'Union européenne. Et donc tous ceux qui refusent finalement ces délégations de souveraineté à l'échelle européenne, de donner à l'Europe les moyens de protéger nos souverainetés, eh bien tous ces gens-là œuvrent contre nous et au service de puissances étrangères qui nous marchent dessus. Mais ça, c'est extrêmement important de bien le faire comprendre parce que c'est un peu l'idée du format de cette discussion que je veux qu'on mette en place, c'est que nous, on a une vision de ce qui se passe dans l'hémicycle au Parlement et au-delà des simples petits débats sur les chaînes d'infos en continu qui sont des temps très courts, c'est donner cet éclairage. En fait, ce qu'on voit ici, moi je suis bien maintenant comme Emma depuis 6 mois, Raphaël a déjà fait un mandat, je suis frappé en fait de voir à quel point dans cet hémicycle à l'intérieur, l'extrême droite qui à l'extérieur tient des discours de soi-disant protection des citoyens, protection des Français, espèce de patriotes, Raphaël utilise cette expression, de patriotes de pacotille, quand ils arrivent dans l'hémicycle, s'ils y viennent, et c'est chose rare aussi souvent, ils se couchent en fait en permanence. Et en fait, c'est une forme d'affaiblissement qu'ils sont en train d'entraîner de nos démocraties, de notre modèle, au service d'un autre modèle. Mais ils sont absolument pas en défense des gens. C'est ça qui est... Je pense qu'il faut aussi arriver à démontrer, à faire comprendre. Il y a une vraie vassalité. En fait, il y a une vassalité face, on va dire, à tous les puissants de leur camp, en fait, que ce soit Poutine, Musk, etc. Enfin, je pense qu'il faut qu'on parle de l'épisode prix Sakharov, parce que c'est quand même un des exemples. Alors, Chloé Ridel pourrait en parler encore mieux que nous, parce que c'est elle, en plus, qui portait pour notre délégation nos propositions. Mais on a eu quand même l'extrême droite de Jordan Bardella, les fameux patriotes, puisque c'est carrément le nom de leur groupe, hein, mais les guillemets doivent rester maintenant, je pense, jusqu'au bout du mandat, qui ont proposé que Elon Musk reçoive le prix Sakharov du Parlement européen, qui est le prix qui récompense, on va dire, les combattants pour la démocratie, pour les droits humains, etc. Et eux ont fait cette proposition-là dans un acte de soumission, finalement. Parce que ce moment-là était pour dire, Monsieur Trump, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour votre arrivée, nous sommes prêts, vous avez des alliés de l'intérieur. Et tous ces gens, Orban, Bardella, qui finalement défilent en faisant croire qu'ils défendent les Européennes et les Européens, disent juste, nous sommes prêts à faire des Européennes et des Européens les vassaux de vos politiques. Alors justement, on commence à parler beaucoup de Musk, beaucoup de réseaux sociaux. On va laisser Raphaël qui doit nous quitter. Merci en tout cas. Juste, je veux préciser pour les gens qui suivent par millions l'émission que c'est quand même... Le prix Sakharov, normalement, c'est donné à des gens qui sont en prison, qui sont menacés de mort pour leur défense des droits humains et de la liberté. Et eux, ils choisissent l'homme le plus riche du monde, qui va être le pilier de l'administration américaine pour incarner finalement la défense des droits humains à l'échelle planétaire et des principes européens. Donc en fait, on est là quand même face à la vérité de l'extrême droite. Et à travers l'histoire, on le sait. C'est-à-dire qu'ils ont un discours sur la souveraineté, sur la nation, sur la patrie. Et ce discours, il peut parler aux gens qui ont envie que la France soit défendue, que l'Europe soit défendue. Mais la vérité, c'est que c'est des idéologues. Et que quand il y a une tyrannie étrangère, qui, alors dans le cas des États-Unis, c'est une démocratie, mais une puissance étrangère qui incarne leur idéologie, eh bien, ils s'assoient sur tous les principes de souveraineté, sur tous les principes de patriotisme ou de défense des intérêts de la nation. Et ça,
c'est pas encore ancré dans la tête des gens, mais quand même, moi j'ai dirigé la commission sur les ingérences étrangères pendant 4 ans lors du précédent mandat. Et on a une puissance étrangère, une tyrannie étrangère, celle de Vladimir Poutine, qui menaçait nos soldats en Afrique, qui s'attaquait à nos industries stratégiques, qui corrompait une partie de nos élites culturelles, politiques, économiques, partout en Europe. Et qu'est-ce qu'on avait ? On avait nos patriotes, entre guillemets, qui servaient l'agenda de cette tyrannie contre nos nations, contre nos services de sécurité, contre les gardiens de nos cités et de notre liberté. Et ça, je veux dire, il faut qu'on arrive à le faire savoir, à le faire connaître. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de rendre public, de rendre audible, de rendre visible tout ce qui se passe dans cette enceinte, puisque c'est là qu'on discute des instruments de la souveraineté pour les 30, 40, 50 prochaines années. Et à chaque fois, eh bien, les extrêmes droites européennes sont du côté de l'affaiblissement des démocraties européennes. Exactement. Bah, écoute, merci Raphaël. Et puis on refera dans quelques temps un bilan de comment tout ça est mis en œuvre et est-ce que l'Europe arrive enfin à réagir. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie qui est vraiment, et je suis très content que Julie soit avec nous, qui est vraiment, me semble-t-il, là aussi un point de bataille culturelle fondamental, c'est est-ce que finalement la tech, est-ce que les réseaux sociaux sont en train d'attaquer nos libertés ? Est-ce qu'on est là aussi pas dans un moment de bascule où chacun, là sans doute chez vous, vous allez, comme moi, tous les jours, comme vous, tous les jours, naïvement sur nos réseaux sociaux, prendre de l'information, partager des infos, liker. Et où finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'être totalement manipulé par des algorithmes qui sont bidonnés, par des mises en valeur de fake news qui sont propagées par millions de vues. Et est-ce qu'on n'est pas dans ce moment de bascule ? Et donc, pour commencer ce point-là, je voudrais, Julie, Emma, vous faire réagir sur cette photo. Julie me disait tout à l'heure en aparté avant qu'on commence que cette photo allait marquer quelque chose, c'est cette photo-là. Vous l'avez peut-être vue, c'est la photo qui est sortie de l'investiture de Donald Trump lundi. Alors cette photo, qu'est-ce qu'elle te dit, Julie ? Qu'est-ce qu'elle te donne à penser de ce qui est en train de se passer ? C'est un moment de bascule, comme tu le disais. C'est vrai qu'en aparté, je te disais qu'en cours d'histoire à l'école, on a souvent une façon d'enseigner l'histoire, histoire contemporaine, avec des photos, en tout cas des tableaux. Je pense que cette photo fera date comme étant le jour où la broligarchie de la tech américaine s'est ralliée derrière Donald Trump. Et ça devrait tous nous inquiéter. Alors on peut peut-être dire, parce que tout le monde connaît peut-être pas tout le monde sur la photo, mais qui on voit sur cette photo, c'est assez significatif. On voit les grands géants de la tech américaine, Bezos, Zuckerberg, donc Bezos, Elon Musk, patron d'Amazon. C'est ça, Zuckerberg patron de Meta, patron de Meta, Facebook. Elon Musk, tous ces grands géants, ces techno-milliardaires désormais libertariens, qui se rallient derrière Trump dans une visée, je dirais, proprement désormais idéologique et antidémocratique. Et ça devrait vraiment tous nous alerter. Pourquoi ? Parce que cette idéologie, elle n'est pas récente. C'est une idéologie qui vraiment prône dans la Silicon Valley depuis quelques décennies. Mais aujourd'hui, elle s'affirme de manière très transparente. Ils ont, derrière Trump, la volonté de détruire notre démocratie parce qu'en fait, notre démocratie, c'est un obstacle. Un obstacle à quoi ? Un obstacle parce qu'en fait, ils pensent que c'est le règne de la médiocratie, que l'État n'est pas géré comme il devrait l'être, c'est-à-dire comme une entreprise finalement, et en fait c'est un obstacle à l'enrichissement par la donnée, l'enrichissement, l'accumulation des richesses. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est réformer tout cela, non plus en influençant seulement la politique telle qu'ils le faisaient auparavant, en murmurant à l'oreille des dirigeants de ce monde, mais maintenant en la contrôlant de l'intérieur. Et ça, c'est l'arrivée au pouvoir en fait de technomilliardaires qui vont gérer l'État comme on gère une entreprise, et aujourd'hui une entreprise en plus de la tech, c'est-à-dire par la data, l'accumulation des données et l'uniformisation de la pensée. Et c'est un enjeu majeur, non seulement pour... Oui, mais avec un discours, je te coupe, mais je pense que c'est important aussi pour bien comprendre ce qui est en train de se produire. Avec un discours très simpliste et très populiste, parce que finalement, qu'est-ce qu'on entend ? Musk, il va gérer l'efficacité de l'administration américaine. Mais finalement, qu'est-ce que disent les gens ? Peut-être que vous vous dites ça d'ailleurs en nous regardant. C'est bien. C'est bien puisque ces gens-là ont monté des boîtes, ils ont réussi, ils sont milliardaires et finalement, regardez tous ces élus qui ne sont pas arrivés
à nous redonner du pouvoir d'achat, à permettre à notre pays de se tirer vers le haut, bah finalement c'est bien et eux ils vont y arriver. Mais c'est là où C'est tu as un un peu- cynisme. voilà. En fait, c'est là où tu as un cynisme terrible. C'est que c'est Asma Mala qui parle de cette alliance entre Big Tech et Big State et comment finalement les choses s'opèrent. Et la question qui se pose à nous, mais c'est une question quasiment philosophique et en fait, en tant que personne de gauche, cette question elle nous intéresse évidemment, mais c'est qu'est-ce qui est le premier entre l'œuf ou la poule? Mais là, entre l'argent et la réaction. Être réactionnaire ou est-ce que c'est la question des puissances de l'argent et qu'est-ce qui vient en premier? Parce que la réalité, c'est que les big tech, elles ont besoin de Trump, mais Trump, il a besoin d'elles aussi. Ça va ensemble et en fait, ça se nourrit. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Trump, Zuckerberg, Bezos, tous ces gens-là, aujourd'hui, ils vont vers Trump. Moi, je sais pas ce qui se passe dans leur tête à tous. Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont sacrément timbrés. On a vu le salut On pourra encore revenir dessus, récent mais- de Musk. Mais quand tu regardes aujourd'hui qu'en fait, la grande promesse, c'est aussi la dérégulation. C'est aussi ça. tout ça. Ils s'attaquent aussi à l'Union européenne et s'ils visent l'Union européenne, c'est aussi parce qu'ils s'attaquent à la régulation Mais de sur nos le réseaux et cynisme, tout je te ça. rejoins, c'est un Ils vont cynisme sur de l'argent. typiquement même similaire à ce qu'on vient de décrire avec l'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils vont Mm. se baser sur des principes, des valeurs qu'on porte, nous, également à l'échelle européenne. Si on prend la liberté d'expression, Mark Zuckerberg, quand il arrête ses Le politiques, fact-checking, le parce que- fact-checking, ouais. sa politique de modération de fact-checking, c'est-à-dire des équipes qui, au quotidien, luttent contre les fausses informations en ligne. Lui, il le justifie en disant ce fact-checking, c'est de la censure. Moi, je suis là pour vous protéger, vous citoyens, pour protéger la liberté d'expression. Mais c'est une farce. Alors ça que de c'est un croire. gros sujet Julie sur lequel je veux qu'on t'entende parce que tu es quand même une des expertes du sujet en France. Est-ce que le contrôle des réseaux sociaux, je vais sortir ce soir une petite vidéo sur mes réseaux sociaux où on en reparle parce que je suis intervenu dans l'hémicycle là-dessus. Est-ce que ces réseaux sociaux qu'on veut contrôler par les règles précises qu'on adopte dans la vie de tous les jours, hein, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, quand tu es dans la rue, si tu croises quelqu'un, tu l'insultes pas, tu le frappes pas, il y a des règles en fait, et ces règles-là, C'est elles l'état doivent de droit. s'appliquer, c'est l'état de droit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'en fait, on veut mettre fin à la liberté d'expression? Est-ce qu'en fait, on est, nous, là, les nouveaux censeurs? Mais non, c'est ça que je veux dire. C'est exactement ce sur quoi joue Mark Zuckerberg en l'occurrence, en disant la liberté d'expression est amoindrie et empêchée si je procède à du fact-checking. La liberté d'expression est une farce si la qualité des informations n'est pas garantie lorsqu'on débat. Alors, si par exemple, lorsqu'on débat d'un sujet, on ne s'assure pas que on vit dans un monde commun, qu'on partage des informations en commun. Typiquement, sur le Covid, le débat est forcément biaisé si, par défaut, les informations que vous avez, c'est que le vaccin tue des gens. On ne peut pas débattre d'une réalité parallèle comme cela. Et là, en l'occurrence, le problème avec Mark Zuckerberg, c'est qu'il dit ça. Il dit, moi, je protège la liberté d'expression plus que les Européens ne le font, puisque je vous permets de vous exprimer comme vous le souhaitez. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, une opinion n'a pas la même valeur qu'un fait scientifique, qu'un fait avéré. Et ça, il faut qu'on puisse se le garder en tête. C'est une force de l'Europe que de dire la liberté d'expression, elle est protégée, elle n'est pas censurée lorsqu'on procède à du fact-checking. Mais est-ce que justement, sur leurs réseaux sociaux, on l'a vu et... C'est un mensonge de dire qu'on censure. Une des raisons pour lesquelles Mark Zuckerberg, en tout cas, arrête sa politique de modération, c'est qu'il dit qu'il y a eu tellement d'erreurs qu'en fait, on empêche la liberté d'expression. Les erreurs, quand on regarde les rapports même de Meta qui sont publiés, parce que c'est une obligation aujourd'hui du DSA, on voit qu'il n'y a qu'un taux de 0,02%. Vous imaginez le nombre de fake news qui ont pu être arrêtés versus un taux d'erreur de 0,02%, sachant qu'en plus, on peut réclamer lorsqu'une erreur s'est produite. C'est-à-dire que vous, par exemple, votre contenu a été supprimé, vous pouvez tout à fait appeler Meta en disant « il y a une erreur ». Meta regarde si c'est vrai ou si c'est faux. Et c'est là que ce taux-là, en fait, est publié. C'est ce jeu-là qui est un peu cynique, mais qui est partagé par l'extrême droite, que de rebondir sur nos valeurs pour les renverser et dire nous, en fait, on est les vrais garants de vos valeurs, de la liberté d'expression, de la protection de vos données, alors qu'en fait, en pratique, lorsqu'on regarde vraiment comment ça se passe, ce n'est pas le cas. Et là où c'est hyper dangereux, c'est qu'évidemment, ils renversent tout, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils veulent transformer la liberté d'expression en liberté d'oppression, finalement. C'est ça. Et En comment dire, brutalisation. ils construisent tous ces réseaux sociaux et comment ils s'organisent ces réseaux sociaux autour de ce principe-là. Parce qu'il faut rappeler peut-être comment fonctionnent aussi ces algorithmes des réseaux sociaux. Ouais, exactement. Tu es sur quelque chose aujourd'hui qui C'est valorise la hyper brutalisation, qui va par exemple valoriser des contenus extrêmement polarisés, qui ensuite vont créer des débats extrêmement forts. Il y a aussi en plus les manipulations supplémentaires. Par exemple, je ne sais pas s'il reste des utilisateurs de X. Moi, j'y reste toi aussi, je sais, pour continuer à mener la bataille. Mais on voit systématiquement quand on se connecte, par exemple, les tweets d'Elon Musk parce Bien qu'il sûr. se met en avant Alors, lui-même. ça, c'est le point central. sur ça. Emma, tu as raison de l'évoquer comme ça. Et Julie va nous en refaire un point et nous l'expliquer parce que, en fait,
tout le monde ne comprend pas comment ça se passe. En fait, on pense que de bonne foi, quand on va sur nos réseaux sociaux, on a un fil d'actualité et en fait, on voit les informations de nos amis, etc. Et en fait, on se dit que finalement, tout ça est un monde normal. Mais en fait, justement, l'algorithme... Et nous enferme dans des bulles. Voilà, donc tu peux expliquer comment tout ça se passe, l'algorithme? Très simplement, il y a un choix économique qui a été fait par ces grandes plateformes, Facebook, X, initial, qui est de dire on va vouloir garder les utilisateurs sur les plateformes. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu économique. Si j'ai des utilisateurs qui restent sur la plateforme et dont la concentration est captée, je vais attirer des annonceurs. Donc évidemment, ça va me générer des revenus. Pour attirer les utilisateurs et les forcer à rester, on les abonde de contenus qu'ils ont précédemment aimés, qui sont similaires à leurs activités. Ça les enferme dans une bulle de filtre de laquelle il est difficile de sortir. Tout simplement parce que c'est un choix algorithmique initial qui est de dire on va vous abonner en contenu que vous aimez. Là où ça pose problème, c'est lorsque ces contenus-là sont liés à de la désinformation. Il va être encore plus difficile de sortir d'une bulle désinformationnelle. Aujourd'hui, a fortiori, lorsque ces modèles algorithmiques sont alimentés par de l'intelligence artificielle, donc des modèles d'IA qui sont... IA, deepfake et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est que depuis quelques années, les modèles d'IA, on le sait, sont facilement accessibles à la consommation et rendent en fait cette désinformation beaucoup plus massive, beaucoup plus ciblée, beaucoup plus percutante. A fortiori, lorsqu'on sait que la désinformation, elle a une forte charge émotionnelle. Ce sont souvent les informations qui vous choquent, qui vous émeuvent, qui vous heurtent. Par exemple, les punaises de lit, tout de suite, ça nous fait peur. Ce contenu-là, il nous fait rester sur la plateforme et c'est cette viralité-là qu'il faut pouvoir, je pense d'ailleurs à l'échelle européenne, dénoncer. Dénoncer par des pratiques, par exemple, anticoncurrentielles. On peut mobiliser plusieurs outils. Mais il faut en tout cas que les utilisateurs aient connaissance de ce procédé-là. Parce qu'effectivement, lorsqu'on navigue dans cette bulle de filtre et qu'on n'est plus confronté à une information contradictoire, à une opinion différente, on a l'impression d'évoluer dans un monde qui nous ressemble et qui nous enferme et qui ne nous permet pas d'évoluer. C'est la question même de l'esprit critique qui est aujourd'hui attaqué par cette broligarchie-là qui a intégré le gouvernement Trump et qui vise à déréguler plutôt qu'à réguler. Et puis évidemment, tout ça étant libéré aussi par la victoire de Trump. Exactement. On a vu quelque chose, c'est une préparation du terrain sur les réseaux sociaux à cette victoire. C'était une campagne orchestrée sur les réseaux. On est passé de la campagne Fox News à la campagne Fox News plus X de Trump. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 50% des Américains qui s'informent aujourd'hui sur Facebook, par exemple. Donc tout cela a une force incroyable d'un point de vue démocratique. Et moi, je veux revenir à ce que tu as dit, toi, en introduction de ce segment. Tu as raison de comparer à la rue. À qu'est-ce qui se passe dans la rue et qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Parce que les réseaux, aujourd'hui, sont en réalité de nouveaux espaces publics. Bien sûr. Et donc, si on n'arrive pas à les réguler de manière forte, de faire en sorte qu'à la fois nos règles, nos lois soient respectées là-bas, mais aussi, du coup, la démocratie, alors on va perdre tout un pan de l'espace public. Il suffit de demander à n'importe qui, quel que soit son âge d'ailleurs aujourd'hui, combien de temps nous passons sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est un nouvel espace public où nous croisons des connaissances, où nous en faisons de nouvelles, et aussi où on s'exprime, où on débat, où on fait des choix et où on est influencé. Donc, le réguler paraît extrêmement important. Et pour revenir peut-être à un aspect optimiste, parce que je pense qu'on ne peut pas être uniquement dans un truc où on se dit que tout va mal, nous avons des outils. On en a parlé quand même pendant tout ce débat. Ouais. On a notamment le DSA qui est extrêmement puissant. Si et seulement si, évidemment, on le met en œuvre, mais je pense qu'on a des parlementaires, et on en fait partie, qui se battent pour que ce soit le cas. Mais aujourd'hui, cette victoire de Trump, elle a libéré quelque chose qui sont en fait autant d'exemples qui nous permettent d'agir avec force. Quand on a les hashtags Your Body, My Choice qui explosent, ou Women in the Kitchen qui explosent juste après la victoire de Trump, tout cela, c'est pas juste ça explose, c'est comme ça. C'est voulu. Ce sont les algorithmes qui le valorisent, les algorithmes qui sont programmés par quelqu'un, Elon Musk. Et alors, ces algorithmes, justement, on y reviendra sur le DSA, le DMA juste à la fin, j'en reparlerai. Est-ce que tu penses, Julie, toi, que, en fait, ce que font ces grands patrons, là, derrière, c'est un modèle politique qui est pensé, qui est une attaque sur nos démocraties? Je te prends un exemple, là aussi, qui a fait un peu l'actualité. On a eu une élection présidentielle en Roumanie qui a dû être annulée parce qu'il a été démontré qu'il y avait eu de la manipulation de masse en Roumanie, notamment par TikTok, puisque le candidat roumain qui avait soi-disant gagné l'élection présidentielle a été en fait appuyé par TikTok de A à Z pour faire sa campagne, générer des millions de vues
et c'était quelqu'un qui Bah, avait c'est de 0. 2% à 25, je Il est crois. passé de 2% à 25, il avait 0 abonnés sur TikTok, il a eu des millions d'abonnés sur TikTok. Est-ce que tu penses que les algorithmes sont en vérité au service d'une idéologie politique pour combattre nos démocraties? Tout à fait. Tout à fait. C'est pour cela qu'il faut en parler. C'est aussi pour ça que, surtout vous, votre rôle, le député européen, c'est de mobiliser et de passer des réglementations qui permettent d'activer des sanctions. Là, on a des sanctions qui sont activables. Malheureusement, il y a un manque de courage politique au niveau de la Commission. Mais oui, si on prend un exemple très récent de l'impact algorithmique sur la vie démocratique, dans un pays pas très loin du nôtre, la Slovaquie, en octobre 2023 dernier, une campagne de deepfake a eu cet effet-là, de faire perdre à un candidat libéral une élection alors qu'il était jugé gagnant dans les sondages. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une campagne sur X, un revirement 2 jours avant le vote, des propos qui circulent et qui montrent un enregistrement audio de Michel Simica disant qu'il va augmenter une taxe. 2 jours avant la campagne, 2 jours avant le vote, pardon, c'est comme en France, on n'a pas le droit de commenter journalistiquement, vous savez, une campagne électorale. C'est-à-dire que les vrais journalistes qui, eux, sont en charge du fact-checking ne peuvent pas rebondir sur ce qui se passe sur X alors qu'il y a une campagne désinformationnelle massive qui a lieu. Le candidat perd suite à ce deepfake, à ce son qui a été modifié, qui a été truqué en vue de tromper délibérément les votants. On voit que cette campagne algorithmique manipulée par de l'IA a eu un impact direct sur notre démocratie. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir prendre des sanctions très fortes à l'échelle européenne pour lutter contre ce nouveau modèle qui est sinon complètement dérégulé et qui fausse le jeu et qui met en échec total nos principes démocratiques. Toi, Emma, tu as été touchée par une deepfake Ouais. assez violente je me pendant rappelle, la j'étais campagne en train des de- élections quand tu le européennes. disais, Julie, j'étais en train de me dire, ah oui, c'est vrai que... Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une campagne pendant les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Moi, Ouais. c'était particulièrement sur C'était TikTok. sur TikTok, ouais. Avec une vidéo qui a atteint en fait, des millions de vues parce qu'elle a été repostée, je pense, une 40aine de fois et à chaque fois, et elle circule toujours encore d'ailleurs, qui mettait une autre voix sur mon image et qui me faisait dire des propos extrêmement violents sur les Palestiniens, etc. Évidemment, profitant de toute la campagne antisémite qui avait été lancée par les Insoumis. Et donc, en fait, tout ce truc-là a été fait et a été monté. Et c'est vrai qu'à la fin, à la fois, ça crée quelque chose de très, démocratiquement préoccupant, parce que beaucoup de candidats, par exemple, ont été de notre liste, et Olivier Faure, au parti, ont été interpellés sur notre positionnement, mon positionnement sur ce sujet-là, quand bien même c'était un fake total. Mais en plus de ça, évidemment, ça crée une insécurité et un danger. Parce que, évidemment, on crée à ce moment-là un risque, une menace sur la santé, la sécurité des personnes dans ces moments-là. Donc, et effectivement, ce qui était très préoccupant dans ce moment-là, c'était l'impuissance de la police à réagir de manière rapide, l'impuissance du camp démocrate à réagir rapidement, la lenteur de tout ce système. C'est quand ce bien que même disait des Michel outils Simica, existent. c'est qu'il y a vraiment une déconnexion entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe dans la vraie vie, On a en l'impression termes que de c'est deux mondes, temporalité, en fait. alors qu'en fait, ce qui se passe en ligne a un impact direct sur la vraie vie. Alors, comme on arrive vers la fin de cette émission, ça passe vite. En Ouais, fait, finalement, c'est cette super. conversation, c'est bien, c'est intéressant. Fait JT. Je vais vous poser une question simple, là aussi de manière un peu directe, avec des réponses directes. On se dit tout ça. On a des règles, il faut les appliquer. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on aille, par exemple, jusqu'à suspendre X en Europe s'il ne respecte pas nos règles? Emma? Moi, je pense qu'en tout cas, il faut des sanctions très fortes et puis surtout réfléchir à des modèles et à de nouvelles réglementations. Moi, je pense par exemple que le vrai problème qui se pose aujourd'hui pour nous sur toutes ces plateformes-là, c'est qu'en fait, ce sont de nouvelles formes d'oligarchie. Est-ce que l'Europe a toujours fait, ou même la France à des moments, quand on avait des situations de monopole extrêmement puissants, là, en l'occurrence, pris en main par des réactionnaires, c'est casser les monopoles. C'est imposer qu'il y ait plusieurs actionnaires, par exemple, à la tête de ces plateformes, qu'on ait des actionnaires européens, des actionnaires nationaux. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et après, évidemment, avoir des investissements industriels suffisamment importants pour un jour réussir à concurrencer ces grandes puissances. Mais moi, je pense que pour les taper, il faut les taper là où ça fait le plus mal pour eux, Économiquement. au portefeuille. Économiquement. Julie, qu'est-ce que t'en penses? Je suis complètement d'accord. Et puis surtout, si on commence à suspendre tout de suite X, sachant que Mark Zuckerberg a rejoint cette broligarchie de la tech, il va falloir supprimer Meta, il va falloir agir contre TikTok par la suite. On est dans une perpétuelle suspension. C'est pas suffisant. Il faut pouvoir rattraper notre retard industriel, notre retard en innovation, en recherche. Et il y a je pense, une piste qui est
peut-être un peu plus naïve, mais très efficace. Elle a fait ses preuves dans certains pays européens. Je pense à la Finlande, qui est directement confrontée à ces questions d'ingérence, de manipulation de l'information par la Russie, parce que c'est un pays frontalier. Ce sont les protocoles tout simplement de lutte contre la désinformation et d'éveil de l'esprit critique. C'est peut-être naïf, mais lorsqu'on éduque un enfant de ses 3 ans, comment reconnaître une fake news, comment lutter contre la manipulation de l'information de manière transversale, en maths, en histoire, en français, etc., on a, et ça ce sont des protocoles qui le montrent du MIT, on a un vrai résultat. On a un vrai résultat. Aujourd'hui, la Finlande, typiquement, c'est le pays qui lutte le mieux contre l'ingérence informationnelle, qui lutte le mieux contre la haine en ligne. Parce qu'en fait, ils y sont éduqués. Si on pouvait à l'échelle française répercuter cela et puis alors à l'échelle européenne commencer à inculquer ces quelques notions à nos étudiants, à nos plus jeunes élèves et puis surtout proposer ce récit qui est vraiment un récit de protection de nos valeurs et de nos libertés, je pense qu'on pourrait aussi se mettre en confrontation face à ces géants de la tech. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, on a des règles qui existent, qui ont été votées ici. Et qu'il faut activer. Et qu'il faut activer. Parce que là aussi, ça paraît un peu techno et c'est des termes un peu barbares. Mais quand on parle du DSA, quand on parle du DMA, il faut savoir que c'est des lois qui ont été ici votées au Parlement européen par 80% des députés. Ouais. Et ces lois, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent des choses simples. Une règle doit être appliquée. Si ces géants du numérique ne respectent pas nos règles, si ces géants du numérique veulent faire leurs lois sur leur espace de réseaux sociaux, veulent mettre en danger nos démocraties, veulent se laisser entraîner dans des ingérences étrangères, parce que c'est par exemple le cas avec TikTok, c'est la Chine qui est derrière, etc., on pourrait y revenir pendant des heures, eh bien il faut taper au portefeuille. Et donc taper au portefeuille, ça a une règle très précise, c'est 6% du chiffre d'affaires mondial des entreprises qui peuvent être récupérés. Et moi, ce que je propose, en tout cas, c'est ce pourquoi je vais me battre dans ma commission, puisque c'est le sujet sur lequel je travaille, et en séance, c'est que ces règles, elles soient mises en œuvre pour tous les géants du numérique qui ne respecteront pas nos droits. Il faut du courage politique au niveau de la commission. Il faut du courage et du courage, on va en avoir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces 6% de taxation qu'on prendrait? Parce que ce n'est pas simplement de l'argent. C'est que, par exemple, je pense que oui, on doit aujourd'hui aussi avoir le courage politique de s'interroger sur la construction de réseaux sociaux publics. Ouais. On a un audiovisuel public avec des vérifications, avec des présentateurs qui ont un sérieux, une rigueur dans ce qu'ils approchent pour une information de qualité. Je pense que sur nos réseaux sociaux, on doit arriver à la même chose parce que sinon, on voit bien qu'on aura toujours un temps de retard. Et donc, il faut absolument accélérer ça et se battre contre ça. En tout cas, merci Julie. Merci Pierre. Merci Emma. Merci Pierre. J'espère que ce format d'émission vous a plu. En tout cas, le temps est passé vite. Oui, c'est un trop format. vite. Ça vous a plu? Oui, beaucoup. Bon, c'est un format d'échange, de débat intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi, que vous avez pu avoir un certain nombre de réponses à vos questions. On se retrouvera rapidement dans ce format-là. D'ici là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions, à partager, À mettre des pouces bleus. à liker, c'est un peu kitsch, les pouces Bah bleus. oui. À liker, à partager et à nous dire pour les prochaines émissions de ce PJT ce que vous voulez qu'on Ça, aborde. c'est pas kitsch, ça. Là, je sais pas, on m'a dit Mais que c'était j'aime pas beaucoup, mal. moi, je valide. Bon, si vous Je aimez, valide ça va, aussi. vous validez? Ouais. Eh ben on valide. Merci à tous, à bientôt. Ciao. À bientôt.